Le face-à-face. Et oui, c'est l'heure du face-à-face et nous allons parler d'un vaste sujet, l'Afghanistan, avec un grand reporter qui a couvert cette région pendant presque 20 ans, Jean-Marie Montali, auteur des Larmes de Kaboul aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Montali, un livre bouleversant. Je dois dire, je l'ai lu et je le recommande vraiment aux auditeurs de Sud Radio et à tout le monde d'ailleurs. Parce que c'est un livre, vous savez, on parlait des intermittents, éoliennes et compagnie. On a aussi des intermittents de l'information. C'est-à-dire qu'on a des pays, des régions où on en parle beaucoup à un moment donné. Après un certain 11 septembre 2001, après Oussama Ben Laden, après... Je veux parler évidemment de l'Afghanistan, bien sûr, l'un des plus beaux pays du monde du point de vue de la nature. Et puis ça disparaît dans le trou. Et puis on apprend que les talibans sont revenus. Et on apprend que les femmes n'ont plus le droit de sortir seules, etc., etc. Et que ça remonte. Et vous, Jean-Marie Montali, vous avez été directeur au Figaro Magazine, vous avez été directeur exécutif, vous avez été directeur des rédactions parisiennes en France, aujourd'hui en France. Les Larmes de Kaboul. Est-ce que Kaboul, que vous couvrez depuis 30 ans, en tout cas vous y êtes allé des dizaines de fois, est-ce que Kaboul et l'Afghanistan sont condamnés? Parce qu'à chaque fois on se dit, mais ça y est, ils sont sortis de l'auberge, et on se rappelle des photos de Kaboul des années 60, 70, hein, les filles en jupe, etc. Est-ce que il y a des pays presque maudits qui sont condamnés encore une fois à retomber dans ces ornières terrifiantes? Oui. Alors, je crois sincèrement que l'Afghanistan est un de ces pays maudits, puisque c'est un pays qui souffre de plusieurs malédictions. Et l'une de ses premières malédictions, probablement, c'est sa position géographique, coincée entre les empires, si proche du Pakistan. Déjà au 19e siècle, souvenez-vous, c'est là que se jouait le grand jeu entre la Grande-Bretagne et la Russie, qui espérait passer par là pour les mers chaudes. Ensuite, il y a eu évidemment l'invasion soviétique en 79. Il y a le voisinage du Pakistan qui aimerait, d'ailleurs les talibans qui sont une création du Pakistan. Entièrement, hein, on peut dire ça. Oui, entièrement, oui, bien sûr. C'est une milice afghane, armée, mais au service du Pakistan. C'est ça. Donc, mais il y a d'autres malédictions en Afghanistan. Il y a aussi évidemment la mosaïque ethnique. Donc les Pashtuns étant majoritaires, les talibans sont de l'ethnie Pashtun. Le commandant Massoud, lui, était tadjik, mais il y a d'autres ethnies. Tout ce petit monde parle une trentaine de dialectes différents. Non seulement ne se comprend pas, mais souvent ne s'entend pas. Et puis évidemment, il y a les haines religieuses et la multitude de chefs de guerre qui souvent sont des gens sans... C'est tribal, c'est un pays tribal. Oui, c'est un pays tribal, bien sûr. C'est aussi une guerre ethnique. Pas seulement, mais c'est aussi une guerre ethnique. Alors, dans votre livre, ce qui est passionnant aussi, c'est que vous montrez, il y a des portraits tout à fait passionnants d'hommes et de femmes que vous avez rencontrés. Et évidemment, parmi elles, domine la figure d'Ahmad Shah Massoud, qui, on le rappelle, a été assassiné 2 jours avant le 11 septembre 2001. Oui, vous l'avez bien connu, vous en parlez. Il a écrit d'ailleurs une lettre pour vous, enfin il vous a envoyé des lettres, il a écrit un manifeste tout à fait étonnant. Oui, en 1998, alors je suivais comme d'autres journalistes d'ailleurs, j'étais pas le seul à suivre le commandant Massoud, je le suivais déjà depuis pas mal d'années, en ayant l'impression de refaire à chaque fois le même reportage, d'écrire les mêmes textes. Le photographe avec qui je partais le plus souvent, Stéphane Dupont, photographe australien, avait l'impression de refaire les mêmes photos. Donc en 1998, je lui ai demandé ce qu'il avait toujours refusé de faire jusque-là, de m'écrire une lettre m'expliquant pourquoi il se battait et pourquoi surtout il était important pour nous, en Europe ou en Occident, d'aider la résistance afghane. À l'époque, résistance afghane contre les talibans. C'est-à-dire que Massoud, après s'être soulevé contre le communisme, s'est soulevé contre l'intégrisme religieux. Et je pense que là, c'est important quand même, quelqu'un qui se soulève comme ça contre les fanatismes, c'est quelqu'un qui sauve l'honneur de l'humanité. Il a sauvé l'honneur de l'humanité, et il a sauvé probablement, vu d'Europe, dans le contexte des attentats qu'on connaît, il a probablement sauvé aussi l'honneur de sa religion. Oui, et il a effectivement, lui, voulait un islam beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, enfin, pas un islam politique radical, mais un islam ouvert, tolérant. Il vous en parle, il parle des femmes, du rôle des Bien femmes, sûr. etc. Alors, c'était un personnage très charismatique ou... Ah, c'était un personnage très charismatique. Moi, s'il est permis de dire que j'aimais un homme, c'est bien celui-là. Il était très charismatique, il était très intelligent. Il était très généreux, il était évidemment pour un islam des Lumières, mais ça n'a pas été aussi facile, parce que quand on était jeune afghan dans les années 70, si on voulait s'opposer à la royauté ou au communisme, ou plus tard à l'invasion soviétique, on était
très certainement et le plus souvent formé à la doctrine des frères musulmans. Lui, il l'a été également. Et c'est au fil des années qu'il s'est adouci, qu'il a apaisé, qu'il a compris que l'islam politique n'était certainement pas une réponse. Un islam apaisé, oui, dans le respect des traditions afghanes, bien sûr, mais certainement pas une charia comme on le connaît aujourd'hui avec les talibans. Alors, est-ce que l'Europe, en général, l'Amérique en particulier, l'Occident, je veux dire, en général, est-ce qu'ils ont abandonné d'abord Shah Massoud? Est-ce qu'il a été à l'époque aidé comme il aurait pu l'être? Et puis ensuite, la deuxième question, Jean-Marie Montali, quand Trump et ensuite Biden décident de faire partir tous les Américains d'Afghanistan, ce n'est pas notre guerre, etc. Est-ce qu'on a en fait abandonné, et pour des raisons uniquement de réel politique, ou pas? Alors la réponse, très simplement, c'est oui. On a abandonné Ahmad Shah Massoud. On a abandonné Ahmad Shah Massoud dès le départ. Si vous voulez, quand les Soviétiques envahissent l'Afghanistan en décembre 1979, les États-Unis et le camp de l'Ouest, voilà une bonne occasion de déstabiliser le camp soviétique, veulent pas s'impliquer sur le terrain, délèguent leur politique afghane au Pakistan, qui soutient, pour des raisons linguistiques, techniques, religieuses, qui soutient le camp islamiste, les djihadistes. Donc on abandonne, en tout cas on ne soutient pas. Et on arme les djihadistes, la CIA arme les djihadistes. Oui, parce qu'aujourd'hui on sait que les États-Unis, c'est une création du Pakistan et des États-Unis. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'un petit peu, quand même, avant les talibans, il existait d'autres groupes armés islamistes très durs, dont le Hezb Islami de Gulbuddin Hekmatyar, surnommé le boucher de Kaboul, qui était de la même façon armé, financé par les États-Unis via le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Donc oui, la réelle politique, on a abandonné, parce qu'évidemment notre allié dans cette région du monde, c'est le Pakistan. Et on l'a abandonné aussi dès 94, quand les talibans, parce que les talibans prennent Kaboul en 96, mais les combats commencent en 94 et on n'a pas écouté Massoud qui nous prévenait. Si vous voulez, cette lettre qu'il m'a écrite en 1998, si vous la relisez aujourd'hui, vous verrez qu'elle est terriblement d'actualité, puisqu'on y parle du danger pour l'Europe, pour l'Occident, du danger terroriste, de la drogue, etc. Elle est contemporaine, elle est d'actualité. On l'a pas écouté. Il a dit exactement la même chose, presque mot à mot, 3 ans plus tard, avant de se faire assassiner en 2001, quand il est venu plaider sa cause devant le Conseil de l'Europe. Et il était très désabusé, je crois, à ce moment-là. Alors oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu à ce moment-là. Je l'ai vu à Paris, dans son hôtel à Paris. Ouais. Il était il avait beaucoup de fierté, donc il exprimait pas les choses comme ça, mais je le sentais déçu par la façon dont il avait été accueilli en France, parce que vous savez qu'il était il adorait la France, il était très francophile, donc pour lui venir à Paris, ça représentait quelque chose. Et puis la France, le pays, la France, mais surtout ce que représente en idéaux, ce que représente la France, c'était ça qu'il aimait particulièrement. Donc la façon dont il a été accueilli, ou plutôt non accueilli en France, évidemment, ça l'a déçu, oui. Et en fait, ensuite, quand il y a eu, aujourd'hui, pardon, pour vous, le retour des talibans, et qui malheureusement, même dans le Panjshir, aujourd'hui, ils sont partout, est-ce que c'est le résultat direct du fait de la politique de Trump et aujourd'hui de Biden, qui disent, bon, bah, écoutez, ça c'est plus notre problème, ou bien en fait c'est une constante de l'Amérique qui déjà avait commencé, comme vous dites, bah, c'était le Pakistan qui nous intéresse, et à l'époque c'était l'Union soviétique, l'Union soviétique c'est fini, mais est-ce que c'est une constante, c'est-à-dire au fond ces pays, bon, bah, écoutez, qui se débrouillent, quoi, quelque part? Alors, en tout cas, je sais pas si c'est une constante, mais en tout cas c'est une résultante de l'occupation, ou en tout cas de la projection des troupes occidentales en Afghanistan, parce que les Afghans, c'est une terre d'invasion, mais c'est pas une terre où les occupants s'installent, ça ne marche jamais, ils se font toujours botter le cul jusqu'aux frontières, ça c'est une chose. Et ensuite, depuis 2001, depuis l'intervention américaine, il y a eu des milliers de morts, ça on le sait, mais surtout on a donné, les gouvernements qui ont été installés par les Américains ont donné une image dramatique de la démocratie, etc., corrompue jusqu'à la moelle, du haut en bas de l'échelle. Toute la hiérarchie, toute l'administration et tous les politiques étaient complètement corrompus. Donc ça a donné une image de la démocratie qu'on a voulu importer dans ce pays. Ça a donné une image dramatique. Donc c'est ça aussi. Les Afghans ont été un petit peu écœurés par cette image-là. C'est ça. Et donc, effectivement, du coup, les talibans apparaissaient comme des gens au moins proches d'eux. Enfin, je ne sais pas. Alors, on refait sans cesse les mêmes erreurs. C'est-à-dire que l'URSS envahit l'Afghanistan, ça ne marche pas. Les Américains auraient dû regarder dans le rétroviseur pour voir que ça ne marchait pas et ne pas envahir l'Afghanistan. En 96, les talibans apparaissent comme des sauveurs, si vous voulez. Le pays, les Afghans sont éreintés par des décennies de guerre.
Les talibans arrivent en brandissant le Coran, en disant nous on va vous apporter la paix. Bon, ben voilà, les Afghans voulaient la paix. On refait exactement la même chose aujourd'hui, en 2021 et 2022. Les talibans apparaissent comme des porteurs de paix, ce qui est faux, puisque les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes que de 1996. Les larmes de Kaboul de Jean-Marie Montali aux éditions du Cerf. Jean-Marie Montali, justement, on en parlait là hors antenne, et vous disiez qu'au fond, ce qui vous a vraiment a été la clé d'aller en Afghanistan, c'est le fameux roman de Kessel, Les Cavaliers, le Bouskashi, ce qu'il décrit, c'est vrai qu'il est extraordinaire roman, extraordinaire livre. Et je voudrais que vous me parliez de cet Afghanistan, aussi bien des hommes et des femmes qui le peuplent, que de cette nature extraordinaire que j'ai connue, mais bien avant la guerre. C'est cet Afghanistan éternel qui est quand même d'une beauté à couper le souffle quelque part. Alors oui, je crois que les journalistes ont été séduits d'abord par le pays, par la géographie, par le pays lui-même, qui est d'une beauté... C'est d'une beauté paradisiaque. On a l'impression quand même d'être au paradis. Il y a des lacs en haute montagne, l'air est pur, les eaux sont limpides, etc. Ensuite, c'est une beauté sauvage, presque brutale, et les Afghans ressemblent à leur pays. Et c'est aussi un pays très généreux. Les Afghans sont aussi très généreux. Ils savent l'importance des choses simples. On n'a rien, mais on le partage. Et je crois que les journalistes qui sont allés une première fois en Afghanistan, comme moi, sont tombés très rapidement amoureux de ce pays. C'est ce qu'on appelle le syndrome Kessel. C'est-à-dire que quand on lit Kessel, quand on lit Les Cavaliers de Kessel, eh bien, quand on arrive en Afghanistan, on est dans le roman. On est dans le roman. Souvenez-vous, pendant les années 80, ce qui nous séduisait, quand même, c'était une armée des paysans, une armée de gueux, armée de vieilles pétoires, à cheval, qui attaquaient les blindés soviétiques. Donc, on était dans un film, on voyait très bien Omar Sharif en commandant Moudjahidine, sur des pur sang. Et voilà. Donc, c'est un pays qui est très, très beau, très généreux. Ensuite, qui est probablement l'antithèse de la civilisation qu'on connaît, nous, aujourd'hui, qui est une civilisation chez nous très marchande, très égoïste, or mondialisée, aseptisée, égoïste. Donc là, on est complètement dans l'antithèse. Donc on est très rapidement séduit par ce pays et très rapidement séduit par la population. Jean-Marie Montali, justement, ça fait 30 ans que vous y allez, vous y allez à plusieurs reprises, je l'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ce goût de la liberté, ce goût d'être ce qu'ils sont, est-ce que les Afghans, en tout cas un certain nombre d'Afghans, le conservent aujourd'hui, ou après des décennies de guerre, ils sont complètement, je dirais, cassés? Alors je pense que la réponse est un petit peu mitigée. Ils sont probablement cassés après des décennies de guerre. Cela dit, c'est quand même un peuple de guerriers. Puis tout à l'heure, on parlait des différentes malédictions qui pèsent sur l'Afghanistan. Je crois qu'il y en a une autre. Vous savez, en parallèle de la charia, du code civil, il y a le code tribal qui fonctionne en parallèle, le code tribal Pashtun, le Pashtunwali, qui repose essentiellement sur l'honneur, la vengeance, le sang. Et très guerrier, c'est très guerrier. Donc il y a un goût de la liberté. Pas au sens où nous l'entendons, mais en tout cas, il y a le goût et la volonté de ne jamais être envahi et qu'un étranger ne nous impose pas une façon de vivre ou une façon de penser. Ça, je pense que ça restera cet Afghan. Ça, c'est vraiment... Oui, je pense que ça fait partie. Et puis, il y a une fierté afghane. L'Afghanistan est une terre d'évasion. On n'a pas commencé avec les Britanniques, les Soviétiques ou les Américains. Ça commence avec Alexandre le Grand. Et tout le monde est passé par là. Mais personne ne s'y est installé durablement. Tout le monde a perdu. Les Afghans disent toujours... Le temps, c'est de l'argent pour vous. Le temps, c'est aussi du sang. Nous, on n'a pas d'argent, mais du sang, on est généreux. On a le temps. Donc, on gagnera la guerre. Que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans ou dans 20 ans, on gagnera la guerre. Oui, c'est-à-dire que le temps, pour eux, c'est vous avez la montre, nous avons le temps. Voilà. Ça. Et effectivement, aujourd'hui, alors, juste quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le rôle de la drogue, l'Afghanistan, on le sait, est un très grand producteur d'opium. Est-ce qu'il y a eu alliance objective entre les islamistes, les djihadistes? Est-ce qu'ils ont utilisé le trafic de l'opium pour continuer à combattre et à reprendre le pouvoir? Quel est le rapport, en fait? Alors, souvenez-vous que quand les talibans reprennent Kaboul en 1996, à l'époque, l'Afghanistan des talibans, au moins jusqu'en 1998, est le premier pays producteur et exportateur de drogue, loin devant les cartels sud-américains. Oui, beaucoup plus que Mexico et les fameux cartels. Et la Colombie, etc., etc. Ouais, premier exportateur de drogue. Premier exportateur de drogue. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en Europe, on ferait bien de s'intéresser à ce qui se passe
en Afghanistan un peu plus souvent, parce que quand il se passe quelque chose en Afghanistan, l'onde de choc se fait ressentir en Europe. Les terroristes qui ont frappé l'Europe pendant des années étaient formés soit dans la zone tribale au Pakistan, soit en Afghanistan. Exact, ouais. Et la drogue arrivait d'Afghanistan. Donc on est concerné par l'Afghanistan. En 98, les talibans, Mollah Omar a freiné un petit peu l'exportation de drogue parce qu'on a tapé du poing sur la table. Mais il n'y a pas un chef de guerre en Afghanistan, pas un seul, qui ne se soit pas financé à un moment donné ou un autre par le trafic de drogue. Ah oui, vraiment, c'est général, c'est généralisé. Oui, ouais, c'est général, oui. Et alors, aujourd'hui, parmi les gens que vous avez rencontrés aujourd'hui, les hommes et les femmes, etc., comment vous êtes allé quand pour la dernière fois, Jean-Marie Montali? Il y a quelques années, 2014, 15. D'accord. Et puis avant, vous y alliez. Et puis avant, très régulièrement, effectivement. Est-ce que ils ont l'impression... Alors, est-ce que aujourd'hui, comment vous dire, en fait, c'est pour parler peut-être de ce qui peut arriver. On en parlait en début d'entretien. Est-ce qu'il y a une possibilité et une voie de sortie, et quel rôle l'Occident ou autre pourrait jouer? Parce que, je vais préciser, j'ai été très frappé d'une chose, et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus, que le premier puissance étrangère qui est venu quand les talibans ont repris le pouvoir, il y a 2-3 mois, sont les Chinois. Les Chinois sont arrivés. Or, on sait que les Chinois, c'est des talibans, l'islam radical, etc. Or, on sait que les Chinois, on sait ce qu'ils font avec les Ouïghours dans le Xinjiang. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui détruit, qui éradique l'islam aujourd'hui, c'est bien les Chinois d'abord. Et on a l'impression que ça ne les gêne pas, les talibans. C'est quoi? C'est la réelle politique? Oui, c'est du pragmatisme. Alors, juste une toute petite correction. Les premiers à être arrivés, même pas les premiers, qui sont arrivés en même temps que les talibans à Kaboul, sont les généraux des services secrets militaires pakistanais. D'accord, oui, bah, bien sûr. Voilà. C'est les papas et mamans. Voilà, ça, ils sont arrivés, ils sont installés tout de suite. Ouais. Ensuite, oui, il y a le pragmatisme chinois, parce que l'une des autres malédictions aussi de l'Afghanistan sont ses richesses souterraines. Et ça, tout le monde a un petit peu un œil dessus, y compris la Chine. Les terres rares, etc. Enfin, tout. Les pierres, du charbon, du gaz. Très riche, Afghanistan. Très riche. Et puis surtout, c'est aussi, pour les États-Unis, ce qui explique peut-être aussi l'intervention américaine, c'était une façon d'apporter le gaz turkmène vers les ports des mers chaudes, vers le Pakistan, sans passer par l'Iran, évidemment. Ouais, donc voilà, oui, sa position géographique est une malédiction. Marx disait de l'Afghanistan que c'était la Pologne de l'Asie centrale, coincée comme ça entre les empires. Ouais, c'est vrai que la position géographique joue un rôle très important. Jean-Marie Montali, vous avez envie d'y revenir en Afghanistan? Ah oui, bien sûr. Oui. Et de voir ce qui s'y passe. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'au fond, quelle lueur d'espoir, alors essayons d'imaginer, faisons de la politique fiction, mais c'est pas mal de temps en temps d'en faire, parce que, encore une fois, dans votre livre, et encore une fois, qui est passionnant, ces hommes et ces femmes, on a envie on n'a pas envie de les abandonner, on n'a pas envie de se dire, ça y est, c'est fini, c'est perte et profit, déposons le bilan et on s'en fout. On voit très très bien qu'on est impacté, vous l'avez dit, que ce soit sur la drogue ou autre, et puis on voit très très bien que les attentats, comme par hasard, ils se sont passés où et ça a commencé où, on le sait. Est-ce qu'il y aurait, de la part de nous autres occidentaux, une porte de sortie, et comment on pourrait contribuer, ou il n'y a rien à faire? Alors le retrait américain de cet été montre à quel point je crois que parfois on s'en fout et que on va passer le pays à perte des profits. Ça, c'est la vision un petit peu pessimiste. Et je le suis d'ailleurs. Quand on parle de l'avenir de l'Afghanistan, je le suis assez parce qu'on voit pas très bien où est la solution tant que les talibans seront là. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le fils du commandant Massoud, lui, qui verrait bien un système fédéral, qui imaginerait une fédération, parce qu'il faut bien que ces ethnies puissent s'entendre et cohabiter. Une fédération avec chacun son territoire. Voilà, chacun son territoire. L'autre chose aussi, je crois que les Afghans, je parle pas tous les jours, mais presque tous les jours avec les gens de la résistance afghane, qui réclament de l'aide, mais qu'on se trompe pas sur cette aide. C'est-à-dire que les Afghans en ont marre que les pays occidentaux viennent se battre à leur place. Ils disent simplement, vous trompez pas, aidez-nous. Nous, puisque nous, on va se battre. Aidez-nous en armes, en matériel. En armes, en matériel, peu importe. Mais c'est pas la peine de vous déployer sur le terrain. Il suffit, nous, on sait se battre, il suffit de nous aider et on combattra contre ce que... Mais il y a encore une résistance afghane, franchement.
Oui, je pense qu'il y a une résistance afghane, il y en aura toujours une. D'abord, les Tadjiks, Panchiri, il y a une résistance. Ouais. Ensuite, maintenant, son avenir va dépendre un petit peu des combinaisons qui vont pouvoir être faites avec les autres milices, ensuite avec les pays voisins, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Iran, etc. Et puis surtout, l'aide qu'on apportera, nous, ou pas, à cette résistance. Et ensuite, je pense Et que... vous êtes optimiste sur l'aide qu'on peut apporter ou pas, nous? Pas tellement. En revanche, vous savez, je pense qu'il y a quelque chose de très différent par rapport à 1996. C'est le rôle de la société civile en Afghanistan, probablement grâce aux réseaux sociaux, et le rôle des femmes. Il se passe aujourd'hui ce qui ne se passait pas en 96, c'est-à-dire que tous les jours, chaque jour, dans toutes les villes d'Afghanistan, il y a des manifestations, souvent menées par des femmes, contre les talibans. Donc ça, c'est tous les jours, il y a des manifestations. Quasiment tous les jours, et dans toutes les, pas seulement à Kaboul, y compris dans le sud du pays, qui est un fief taliban. Donc ça, quand même, c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport à la fois précédente. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux jouent leur rôle. Oui. Écoutez, espérons qu'un jour, vous écrirez les sourires de Kaboul. Ah oui. Après les larmes de Kaboul. Et c'est vrai que c'est vraiment toute la grâce que je nous souhaite, et pas seulement pour eux. Merci, Jean-Marie. C'est moi qui vous remercie.